Vous êtes bien dans la grande édition de TV7, nous sommes le mardi 23 septembre, c'est l'heure de votre journal, voici les titres. Les producteurs bio en colère face à la crise du secteur. À Bordeaux aujourd'hui, ils étaient des dizaines rassemblés place de la Bourse. Une manifestation pour protester contre la hausse des coûts de production, alors que les aides publiques et la consommation sont en recul. Elles sont censées réduire de moitié les erreurs médicales. Les checklists doivent sécuriser les patients au bloc opératoire. Pourtant, une enquête révèle qu'elles sont très souvent mal appliquées, avec parfois des conséquences dramatiques pour les patients. Alors pour comprendre le fonctionnement de cette liste, nous avons suivi une opération de chirurgie à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Et puis un invité exceptionnel en fin de journal, Tony Parker, la légende du basket français, est en ce moment au Haillan, en Gironde, pour inaugurer un complexe de paddle. Un ambassadeur de luxe pour ce sport ultra tendance à mi-chemin entre le tennis et le squash. À l'occasion de la journée européenne de l'agriculture biologique, une mobilisation avait lieu place de la Bourse à Bordeaux aujourd'hui. Des dizaines de producteurs bio rassemblés pour sensibiliser les Bordelais aux problématiques d'une filière en crise. En cause, la hausse des coûts de production conjuguée à la baisse des aides publiques, mais aussi de la consommation. Reportage Océane Archambault. Un tracteur au beau milieu de la place de la Bourse à Bordeaux. L'image est forte et pour cause. Les agriculteurs bio se sont installés pour alerter sur les problématiques de leur filière. Tout simplement, on n'arrive plus à joindre les deux bouts. On a une explosion des charges. Nos prix, on ne peut pas répercuter sur nos prix de vente. Donc on est la variable d'ajustement au milieu et la problématique, c'est qu'il arrive à un moment donné, c'est plus possible, on perd de l'argent. Des coûts de production en hausse et des aides en baisse, de quoi menacer l'avenir de la filière. Se faire entendre effectivement par rapport à la PAC, pour être reconnu que la bio est différente et qu'elle a besoin d'avoir un peu plus d'aide. Il faut développer la bio, mais en fait derrière il y a peu d'aide et peu d'incitations, ou voire des incitations qui s'arrêtent économiques. À cela s'ajoute une baisse de la consommation de 5% entre 2020 et 2024 selon l'agence du bio. Pour attirer de nouveau les consommateurs, les agriculteurs ont misé sur la pédagogie ce matin. Elle a des vignes de raisins de table, c'est ce qu'elle a amené. Déjà, on fait goûter nos produits, là c'est important. Il y a plusieurs produits de certains de nos producteurs. Je discutais recettes de cuisine avec quelqu'un qui ne savait pas qui avait du mal à ne pas manger des tomates en hiver. Et si certains consommateurs sont déjà convaincus des bienfaits de l'agriculture bio, ça permet en général non seulement de mieux rémunérer les agriculteurs, de ne pas leur pourrir la santé, de protéger les citoyens de manière générale et de ne pas causer des cancers pédiatriques, ce qui est très important, on ne va pas se mentir. D'autres sont encore sceptiques. C'est le cas de Grégoire, étudiant à Ferrandi. Moi personnellement, je ne consomme pas vraiment de vin bio, nature, tout ça. À Bordeaux, en 2026, les agriculteurs du secteur prévoient d'organiser une foire du bio pour continuer à sensibiliser le grand public. C'est une obligation dans les blocs opératoires depuis 2010. Les checklists permettent à l'équipe médicale de croiser les informations essentielles avant, pendant et après une intervention chirurgicale. Une vérification qui, si elle était correctement appliquée, pourrait réduire de moitié les erreurs médicales. Mais une enquête de Radio France révèle que la procédure est souvent bâclée, voire inexistante. Et parfois, les conséquences sont très graves pour la santé des patients. Alors, pour comprendre le fonctionnement de ces checklists, Emma Sicli a suivi pour nous une opération de l'œil à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. On y va ? Direction le bloc opératoire pour cet ophtalmologiste qui se prépare à une opération de la cataracte. La patiente est installée, c'est le moment de commencer la checklist. De quoi est-ce qu'on vous opère, madame ? L'œil gauche, cataracte, glaucome. Très bien, vous gardez bien les bras le long du corps. C'est ce qu'on appelle les vérifications croisées. C'est-à-dire s'assurer que sur différentes sources, le patient va bien décliner son identité, confirmer l'intervention, la latéralité, et nous allons vérifier par rapport aux informations qui sont dans les différents logiciels. Après cette première vérification, la patiente est recouverte d'un drap chirurgical pour ne laisser apparaître que son œil a opéré. Voilà, ben là c'est très bien, bougez pas. Ok, on fait le temps 2. Est-ce que nous avons les stents en salle ? Oui. On pose un implant DCB de plus 21,5 dioptries, c'est bon ? Allergie matérielle disponible antécédent, la deuxième étape est cruciale et permettrait d'éviter 30 à 50% des complications et erreurs médicales. Est-ce que la Tarax a bien été donnée ? Oui, juste oui. avant, un demi-heure. Ok, eh bien c'est tout bon.
on valide l'intervention. Ici, on note un go pour l'opération, mais dans certains cas, le parcours s'arrête et le soignant signale un no-go dans la checklist. Sur 40 000 interventions réalisées, le CHU de Bordeaux décompte 140 no-go en 2025. C'est lorsqu'il y a une infection sur le site opératoire, lorsque le patient n'est pas à jeun et qu'il doit être intubé, lorsqu'on n'a pas, par exemple, tous les bilans biologiques nécessaires pour réaliser l'intervention, etc., et que le patient est en salle, et à ce moment-là, on décide conjointement qu'on arrête l'intervention pour la reporter et se mettre dans les meilleures conditions possibles. Voilà madame, tout s'est bien déroulé de notre point de vue. Opération terminée vient la dernière étape de la checklist, les conseils post-opératoires. Les 2 stents comme prévu. Vous mettez dans cet œil droit seulement ce qu'on vous prescrit. Depuis 2010, la Haute Autorité de Santé a imposé la checklist comme l'un des critères de certification des hôpitaux. Mais la France n'a pas choisi de l'imposer de manière réglementaire. Dans le reste de l'actualité, la police nationale indique avoir identifié le cycliste tué au Haillan en Gironde dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit d'un homme de 55 ans qui résidait à Ézines. Il a été percuté et traîné sur 2 km par un véhicule qui ne s'est pas arrêté. Le chauffard est toujours recherché. Une enquête pour homicide routier est en cours. Et puis toujours au rayon judiciaire, la Cour d'appel de Paris ordonne le renvoi aux assises pour assassinat de Loïc Lepriol à gauche sur la photo. Ce militant d'extrême droite est accusé d'avoir tué par balle l'ancien rugbyman argentin Federico Martín Aramburu. C'était à Paris en mars 2022. Sa mort avait endeuillé les fans du Biarritz Olympique, club dont il avait porté les couleurs au milieu des années 2000. On passe à une toute autre question. Bordeaux doit-elle mettre fin à son jumelage avec la ville israélienne d'Ashdod ? Le débat est relancé alors qu'Emmanuel Macron a officiellement reconnu l'État de Palestine à l'ONU hier soir. La mairie de Bordeaux avait déjà suspendu le jumelage en juin dernier, mais des militants pro-palestiniens réclament son arrêt pur et simple. Tristan Lambert, bonsoir. Bonsoir Johan. Alors pour se faire entendre, ces militants pro-palestiniens se mobilisent en ce moment même devant la mairie de Bordeaux. Exactement Johan, depuis 18h, des militants du collectif Urgence pour une justice en Palestine sont rassemblés place Péberlan. Leur demande, elle est claire, la fin définitive de ce jumelage. Et pour faire entendre cette revendication, 4 d'entre eux sont en grève de la faim depuis maintenant 42 jours. Sur leur compte Instagram, le collectif a lancé un message clair. Lutter contre le sionisme et le génocide du peuple palestinien, c'est aussi agir dans nos villes. Nous exigeons la fin définitive du jumelage entre Bordeaux et la ville coloniale d'Ashdod et resterons en grève tant qu'il le faudra. Et vous pouvez d'ailleurs voir sur la gauche de votre écran le visage de Pierre Urmic avec un texte explicite pour que la ville de Bordeaux s'engage davantage avec la Palestine. On remonte à juin dernier. Pourquoi la mairie de Bordeaux avait décidé de suspendre ce jumelage ? Comme vous l'avez bien précisé, Johan, le terme c'est suspendu. Une décision prise par la ville de Bordeaux. Je vous propose d'écouter Céline Papin, adjointe au maire de la ville en charge des relations internationales. Nous avons décidé de suspendre ce jumelage parce qu'il nous paraissait important d'adresser un message à nos homologues de la ville d'Ashdod, un message pour les interpeller sur l'aggravation de la situation humanitaire à Gaza et pour qu'ils puissent s'en faire l'écho auprès de leurs autorités nationales. Concrètement, nous, on leur a dit que dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas envisager des actions de coopération avec vous, dans la mesure où il nous semble que le cessez-le-feu et l'arrêt de ces attaques contre des civils doivent être décidés. Puisque les valeurs qui sous-tendent le jumelage, eh bien, ce sont des valeurs de fraternité et de paix. Et savez-vous, Johan, que ce jumelage remonte à 1984 ? À l'époque, l'avocate Caroline Deguepers-Lévy-Voltier avait convaincu le maire Jacques Chaban-Delmas de créer ce lien avec Ashdod à travers des échanges culturels, artistiques, sportifs, éducatifs et même scientifiques. Depuis la suspension, l'association Bordeaux-Ashdod-Israël s'est reformée et c'est toujours cette même avocate qui en assure aujourd'hui la présidence. Pour elle, cette suspension agit comme un véritable électrochoc. Notre association est liée bien sûr à l'existence de ce jumelage, mais comporte réunit des membres qui ont un commun dénominateur, c'est l'amour pour Israël et pour Ashdod et la volonté de ne pas abandonner Ashdod en race compagne, justement quand il y a des difficultés, une situation sur le terrain extrêmement difficile. Alors, cette association réclame la levée de la suspension. De l'autre côté, les militants pro-palestiniens, eux, veulent son annulation pure et simple. Quelle décision, du coup, la mairie va-t-elle prendre ?
La position de la ville de Bordeaux, Johan, elle est claire. Tant que la situation ne sera pas apaisée, que des décisions fortes ne seront pas prises, avant même d'envisager une potentielle levée de la suspension. Merci beaucoup Tristan Lebert pour toutes ces précisions. On passe à un sujet beaucoup plus léger, c'est le sport à la mode. Le padel, ce dérivé du tennis et du squash, fait de plus en plus d'émules en France. Une popularité qui se traduit par la construction de nombreux complexes dans le pays. C'est le cas au Haillan, en Gironde. Là-bas, un site entièrement dédié sera inauguré ce soir en présence de nombreuses personnalités. Juliette Huer, justement, était sur place. Elle a interviewé il y a quelques minutes une des personnalités présentes. Il s'agit d'un certain Tony Parker, la légende du basket français. Je vous propose de l'écouter. Tony Parker, dites-nous, vous êtes donc ici au complexe 3D Padel à Bordeaux. Est-ce que vous pratiquez régulièrement cette discipline et pourquoi vous êtes là ? Je joue régulièrement, ça fait 3 ans maintenant que je joue au padel et Boris il savait que je suis un grand fan de padel et il m'a dit qu'il ouvrait son complexe, donc j'ai dit vas-y, je vais venir te soutenir. C'est vrai qu'on observe une augmentation du nombre de sportifs qui pratiquent cette discipline. Vous, est-ce que ça vous intéresse initialement ? Moi pour l'instant je pratique et je passe beaucoup de bon temps à jouer au padel avec mes amis. J'ai regardé différents projets mais pour l'instant j'ai pas investi dans le padel pour l'instant. Et le complexe du Haillan qui sera ouvert dès demain au public. Donc allez-y, précipitez-vous si vous êtes des amoureux de paddle. Ainsi se termine le journal de la rédaction de TV7, l'essentiel de l'actualité locale. Tout de suite, on s'intéresse à la une de votre journal Sud-Ouest de demain. Et chaque soir, un membre de la rédaction de Sud-Ouest est en plateau avec moi pour vous présenter la une et les grands titres de l'édition de demain. Et ce soir, j'accueille Olivier Plagnol. Bonsoir. Olivier, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint. Qu'est-ce qu'on pourra lire demain ? Alors là, j'ai pas choisi le titre, le sujet principal et qui va faire le gros titre de une demain. J'ai choisi une histoire qui est publiée dans la DER du journal. C'est l'histoire du jour, une histoire plutôt positive. C'est l'histoire d'un Agenais, un Lot-et-Garonnais, Laurent Cluchier, qui en marchant sur les traces de son grand-père, qui était un républicain, un milicien républicain espagnol, déporté à Mauthausen, donc le camp d'extermination situé en Autriche, a rencontré en Floride un soldat américain centenaire présent lors de la libération. Belle histoire parce que Laurent Cluchier avait raconté un petit peu cette histoire dans nos colonnes il y a quelque temps et là il a eu beaucoup de messages et notamment le message d'un citoyen belge qui passait ses vacances du côté de la côte landaise et qui lui a dit qui est rentré en contact avec lui et qui lui a dit mais moi j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années un soldat américain qui a participé à la libération de ce camp, je vais vous mettre en contact. Et donc le Lot-et-Garonnais est allé en Floride rencontrer ce fringant centenaire 101 ans qui dans un McDo ils ont discuté, qui se balade avec un Colt à la ceinture, qui conduit un gros pick-up à 101, voilà, il lui racontait donc la libération du camp, ce qu'il avait vécu, etc. Et donc l'Agenais, lui, évidemment, il ne se souvenait pas de son grand-père, parmi les centaines ou les milliers de prisonniers qui ont été détenus, qui ont été libérés, mais il lui a simplement dit, je lui ai dit que j'avais fait ce voyage dans le seul but de lui dire merci, c'est fait. Non, un voyage dans le temps aussi. Un voyage dans le temps. Avec une histoire passionnante qu'on aura plaisir à lire demain. Merci beaucoup Olivier Plagnol. Merci à vous. À 6 mois des élections municipales, TV7 se déplace chez vous pour vous poser cette question. Et vous, que feriez-vous si vous étiez le maire de votre commune ? Cette semaine, C'est vous le maire vous emmène à Langon, en Gironde. Tristan Lambert et François Laurando ont donné la parole aux habitants et aux commerçants. Regardez.